Salut à tous. Nous sommes le mercredi 3 décembre 2025 et mon cher ami Laith Marouf d'Italie est avec nous. Bon retour parmi nous, Laith. Merci de m'avoir invité, Nima. C'est un plaisir d'être avec vous. Veuillez vous abonner et cliquer sur le bouton j'aime pour nous aider à atteindre un plus large public. Vous pouvez suivre Laith sur freepalestine.video. C'est juste en dessous de son nom. Laith, permettez-moi de commencer par ce qui se passe dans le sud du Liban. Nous avons appris que le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a chargé le directeur par intérim du Conseil national de sécurité d'envoyer un représentant en son nom à une réunion avec des acteurs gouvernementaux et économiques au Liban. Ils évoquent la possibilité que les États-Unis s'impliquent entièrement dans la partie sud du Liban, dans une ville, si je ne me trompe pas, Ras al-Nakoura. Quel est l'objectif de cette réunion? Eh bien, ils sont censés négocier un véritable cessez-le-feu cette fois-ci. Le gouvernement libanais enverra un représentant. Nous ne savons pas ce qu'il en ressortira, surtout puisque le Hezbollah a déclaré qu'il ne se désarmerait pas tant que tous les territoires occupés du sud du Liban ne seraient pas évacués par les sionistes et que les attaques contre le Liban ne cesseraient pas. Il y a donc une contradiction entre ces deux positions. Mais cela montre que la pression monte. S'il n'y a pas de véritable cessez-le-feu d'ici la fin de l'année, nous reviendrons à une situation de combat total et le Hezbollah est prêt pour cela. Penses-tu que le Hezbollah aura un représentant sur place ou crois-tu qu'ils estimeront que le gouvernement libanais peut les représenter? Eh bien, je suis sûr que le Hezbollah parlera avec les représentants du gouvernement avant de partir et fixera des limites claires à ce qui peut être négocié. Il est également clair que le Hezbollah ne participera pas à cette réunion, car il refuse de reconnaître l'existence de la colonie sioniste. Même les représentants du gouvernement présents devront s'asseoir dans une pièce séparée, tandis que les négociateurs français et américains feront la navette entre les deux, puisque le gouvernement libanais ne consentira pas à rencontrer directement les Israéliens. Cela reviendrait à reconnaître l'existence de cette colonie. Qui a lancé cette initiative? Était-ce les États-Unis, le gouvernement français? Qui est derrière tout cela? L'administration Trump. Je pense que, comme le pape était au Liban ces 2 derniers jours, il y a eu beaucoup de pression de la part de la population chrétienne, en particulier celle du sud du Liban, pour trouver une solution à la situation et mettre fin aux attaques directes. Vous savez, le pape voulait se rendre dans le sud du Liban, mais le premier ministre Nawaf Salam a refusé de l'y autoriser. Donc je pense que cela, en soi, a peut-être poussé les Américains et les Français à essayer de trouver une voie négociée pour mettre fin aux hostilités d'une manière ou d'une autre. Comment voyez-vous les priorités du gouvernement libanais? Vont-ils demander aux Israéliens de se retirer du sud du Liban? Ou quels sont exactement leurs objectifs? Vous voyez, comme le gouvernement libanais n'a pas de véritable pouvoir dans le pays, c'est le Hezbollah qui détient la puissance militaire pour le défendre et pour décider quand le faire. Et puisque l'armée elle-même a refusé d'affronter le Hezbollah ou de le désarmer, cela signifie que les négociateurs qui participent à ces discussions devront suivre les positions du Hezbollah. Sinon, s'ils acceptent quelque chose qui n'est pas acceptable pour le Hezbollah, ce ne sera en gros qu'un accord sur le papier, impossible à mettre en œuvre. Donc je pense que les représentants du gouvernement et de l'armée qui seront présents
tiendront compte de toutes les positions du Hezbollah lors des négociations. Les négociations, je ne sais pas s'ils vont aussi parler de la situation à Gaza ou de celle en Syrie, car tout est lié. On ne peut pas vraiment séparer ou isoler ces conflits. La partie sud du Liban, toute la situation avec le Liban, la Syrie et Gaza. Comment voyez-vous le lien entre tout cela? Vont-ils aborder un programme plus large, plus global de la part de ces pays? Il semble que la France et les États-Unis agissent ensemble avec d'autres parties. Mais dans quelle mesure est-il sérieux d'aller dans cette direction? Oui, il est très peu probable qu'ils discutent de Gaza ou de la Syrie, car évidemment, la Syrie est actuellement un territoire sous contrôle américain. Et Gaza, comme nous le voyons, est isolé. La priorité du gouvernement libanais est très probablement de mettre fin à la guerre uniquement au Liban. Cela ne veut pas dire que le Hezbollah ne se soucie pas de ce qui se passe à Gaza ou en Syrie, mais les questions sont séparées pour le moment en raison de la date limite fixée par les États-Unis pour les négociations avec le Liban. La fin des hostilités doit être négociée avant la fin de l'année. Sinon, il y a une menace de retour à une guerre à grande échelle. Donc, je pense que nous ne verrons aucune discussion sur ce qui se passe en Syrie ou à Gaza pendant ces négociations. La situation en Israël, nous savons que les gens là-bas ne se sentent pas en sécurité. Ils n'ont pas l'impression d'être dans une meilleure position qu'avant le 7 octobre. Comment voyez-vous cette pression sur Netanyahou et son gouvernement? Parce que voyez-vous, Netanyahou ne traite pas seulement avec le Liban. Hier, il a déclaré vouloir négocier avec le HTS et le gouvernement syrien, et maintenant avec le cas du Liban. Pensez-vous que cette pression vient de l'administration Trump ou de l'intérieur? Car Netanyahou fait face à ces inculpations en Israël, et il demande au président israélien de le gracier. Comment percevez-vous cette pression? Vient-elle de l'intérieur d'Israël ou de l'extérieur? Et laquelle a le plus d'influence? La pression interne ou externe? Des États-Unis, peut-être des Européens? Nous ne savons pas. De toute évidence, la pression vient davantage de l'intérieur, car nous avons vu tous ces reportages et ces images d'Israéliens se précipitant vers les ambassades européennes. Plus précisément, nous avons vu des dizaines de milliers de sionistes se rendre à l'ambassade du Portugal, essayant de se faire reconnaître comme descendants des Juifs expulsés du Portugal pendant l'Inquisition et la Reconquista, puis cherchant à obtenir des passeports portugais pour partir. Tout cela parce qu'ils craignent le retour des hostilités avec le Liban. Cette guerre et la possibilité d'un retour à la guerre avec l'Iran est la plus dangereuse pour eux. Et nous savons que l'Iran a déclaré qu'il ne laisserait pas le Hezbollah affronter Israël seul si une guerre éclatait. La pression monte à l'intérieur, car dans une grande partie du nord de la Palestine occupée, les villages, les colonies à la frontière, moins de 30% des colons sont revenus. À cela s'ajoute la peur de tous ces sionistes au centre de la Palestine occupée, inquiets du retour des missiles et des drones venant du Liban et de la possibilité de missiles et de drones venant d'Iran. C'est pourquoi la pression s'accroît sur Netanyahou pour qu'il trouve une solution à ce problème. Car si la guerre reprend, il n'y aura aucun moyen pour ces colons de retourner dans leur colonie, n'est-ce pas? C'est donc là que la principale pression s'exerce. Je pense que les dirigeants européens et américains sont tous dans la poche de la colonie sioniste. Regarde, nous sommes ici à Naples. Il n'y a qu'environ 30 000 Juifs dans toute l'Italie, mais ils contrôlent littéralement le gouvernement.
Ils contrôlent les médias. Ils t'obligent, si tu publies quelque chose en ligne, sur Instagram ou ailleurs, qui critique la colonie sioniste, ils peuvent faire en sorte qu'un juge t'inflige immédiatement une amende, te force à retirer cette publication, et tu seras sanctionné de 1 000 € par jour si tu ne la supprimes pas. Voilà le pouvoir de 30 000 Juifs italiens, dirigeant un pays de 60 millions d'habitants sous leur emprise. Ainsi, bien sûr, il n'y a aucune pression des gouvernements occidentaux sur Israël pour qu'il change de comportement. La pression qui monte à l'intérieur de la colonie sioniste pousse Netanyahou à chercher un moyen de sortir de la confrontation militaire avec le Hezbollah. Et en raison de la position forte du Hezbollah et de son refus d'abandonner ses armes ou le territoire libanais actuellement occupé par les sionistes, c'est ce qui les oblige désormais à descendre à la table des négociations. Espérons que Netanyahou et les sionistes qui le soutiennent comprendront qu'il vaut mieux pour eux négocier maintenant plutôt que d'être contraints d'aller à la guerre. Cette réunion est-elle le signe que les décideurs aux États-Unis, et peut-être en Europe, en sont arrivés au point de comprendre que la situation au Liban ne peut pas être changée? Je veux dire, je parle du désarmement du Hezbollah, puisque la politique visait le désarmement du Hezbollah. Cette réunion montre-t-elle que cette politique a été vaincue ou d'une certaine manière démantelée? Oui, il est clair que le Hezbollah a refusé de se désarmer, et il n'y a aucun moyen de le désarmer sans que les sionistes ne se lancent dans une guerre totale. Le gouvernement libanais ne va pas le faire. Les Américains ne peuvent pas mener cette guerre. Ils essayent d'envahir le Venezuela. C'est peut-être en partie pour cela que les sionistes essayent de négocier maintenant. Ils craignent que s'ils entrent en guerre, les États-Unis, dont la majeure partie de la marine et de l'armée de l'air est stationnée autour du Venezuela, ne puissent pas venir à leur aide comme ils l'ont fait au cours des 2 dernières années. Donc, la pression interne, ajoutée au fait que les Américains sont occupés à menacer le Venezuela, est ce qui pousse les sionistes à négocier. Et bien sûr, il faut reconnaître au Hezbollah le mérite d'avoir résisté aux pressions et aux menaces exercées contre lui au cours de l'année écoulée. Je pense que le choix des États-Unis en ce moment est soit d'intensifier leur action au Liban, vous savez, faire intervenir les Yéménites, et vous avez mentionné la guerre avec l'Iran, soit de conclure une sorte d'accord au Moyen-Orient. Après tout, à mon avis, l'objectif final serait de traiter la situation à Gaza et en Cisjordanie. Vous vous souvenez, le conflit entre Israël et le Liban a commencé à cause de ce qui s'est passé à Gaza, l'attaque contre Gaza. Sayed Hassan Nasrallah a décidé de défendre les Gazaouis, les Palestiniens. C'est la racine du conflit entre le Liban et Israël. Sans s'attaquer à ce qui se passe à Gaza, en Cisjordanie, et à ce génocide en cours, comment peut-on parvenir à un quelconque accord avec le Liban, ou même à une nouvelle série de discussions entre l'Iran et les États-Unis, ou avec les Yéménites? Oui, écoutez, je pense qu'il est évident que ce n'est pas terminé, même s'il y a actuellement des négociations et un véritable cessez-le-feu avec le Liban. C'est une guerre de génocide et de colonisation en Palestine qui dure depuis 100 ans. Et tant qu'il n'y aura pas de solution qui réponde aux droits fondamentaux du peuple palestinien, pour l'égalité et pour pouvoir retourner dans leur foyer en tant que réfugiés, il y aura toujours la guerre dans la région. Et tant qu'il y aura la guerre en Palestine, elle se propagera au Liban, en Syrie, en Jordanie, en Égypte et dans toute la région environnante. Cela attisera les sentiments des peuples arabes dans leur ensemble. Cela va enflammer les peuples musulmans de cette planète. Ainsi,
Comme nous le voyons en ce moment, les 2 dernières années ont été un excellent exemple qu'il n'y aura jamais de paix pour les sionistes dans notre terre tant qu'ils prétendront être le peuple élu au-dessus de tous les autres et qu'ils peuvent tuer, voler et piller, contrairement à ce que disent les 10 commandements. Cette guerre ne sera donc pas terminée, même s'il y a un véritable cessez-le-feu avec le Liban. Le peuple palestinien fera preuve d'ingéniosité, comme il l'a fait dans sa résistance du 7 octobre, et trouvera de nouvelles manières et de nouvelles technologies pour résister à la brutalité des sionistes et de l'empire qui les soutient. Et cela signifie en soi qu'il n'y aura pas de solution au problème, tant qu'il n'y aura pas de reconnaissance du droit des Palestiniens à leur terre, à leur retour, et de la fin de l'apartheid et de la domination coloniale en Palestine. C'est une question à laquelle la plupart des citoyens occidentaux, comme ici en Italie, sont confrontés, car nous voyons à quel point les Italiens en ont assez que leur gouvernement gaspille leur argent et les fonds des services sociaux pour envoyer des armes à la colonie sioniste ou pour augmenter les dépenses militaires de l'Italie, simplement afin de défendre l'Ukraine et la colonie sioniste. Ainsi, depuis le 7 octobre, l'Occident, dans son ensemble, paie un prix très lourd pour la défense de la colonie sioniste. Ce n'est pas seulement une question financière, mais aussi de stabilité de ces sociétés, où il y a eu des manifestations chaque semaine en Italie, du nord au sud, perturbant le commerce, le travail et les écoles. Ce n'est donc pas une situation durable. Ce que le peuple palestinien sait, et ce que l'axe de la résistance sait, c'est que plus cette guerre se prolonge, même si ce n'est pas une guerre totale, plus la position des sionistes s'affaiblit, ainsi que celle de ceux qui les soutiennent, comme les pays impérialistes, tels que l'Italie. Je ne vois donc pas de retour à une cessation complète des hostilités majeures. Et nous constatons, comme vous l'avez mentionné, que la Cisjordanie devient désormais un centre majeur du conflit, où chaque jour, ces colons sionistes utilisent des armes de qualité militaire pour attaquer des villages, tuer des civils et endommager les terres agricoles des Palestiniens en Cisjordanie. Cela signifie que ces colons ne sont pas dissuadés. Ils pensent pouvoir continuer ainsi. Et tant qu'ils le pourront, il y aura une réponse de la part des Palestiniens et de l'axe de la résistance, ainsi qu'un retour à des hostilités à grande échelle. Laith, le gouvernement israélien est en train de construire des murs et des barrières en Cisjordanie pour séparer les colons des Palestiniens, le peuple autochtone de Palestine. Et nous savons que l'administration Trump a répété à plusieurs reprises qu'elle ne permettrait pas à Israël d'annexer la Cisjordanie. Mais ce qu'Israël fait en ce moment revient d'une certaine manière à l'annexer sans l'annoncer officiellement. Car lorsque vous séparez les colons des Palestiniens, vous vous appropriez le territoire. Comment voyez-vous la situation en Cisjordanie et qui va parler de ce qui s'y passe? Oui, la situation en Cisjordanie est sans aucun doute la pire qu'elle ait été depuis 1967. Le nombre de Palestiniens tués en Cisjordanie depuis le 7 octobre dépasse les 2000. Des dizaines de milliers se trouvent dans les prisons de la colonie sioniste. D'ailleurs, un enfant américano-palestinien a finalement été libéré il y a 2 jours après avoir passé 9 mois dans les cachots israéliens sans aucune accusation. Et sa famille a insisté pour qu'il soit libéré en même temps que 2 autres enfants palestiniens arrêtés avec lui, mais qui n'ont pas la citoyenneté américaine. Si ces familles n'avaient pas insisté pour que les autres enfants soient libérés avec elles, ces enfants palestiniens seraient probablement encore en prison. La situation en Cisjordanie est vraiment horrible. C'est la pire qu'elle ait jamais été, et elle ne va pas s'améliorer.
Parce que maintenant, s'il y a un véritable cessez-le-feu au Liban et un véritable cessez-le-feu à Gaza, les colons en Cisjordanie vont devenir fous. Ils voudront libérer leur colère quelque part, et c'est là qu'ils vont la déverser sur les civils en Cisjordanie. Donc à mon avis, les choses ne vont faire qu'empirer là-bas. Laith, en regardant la situation de la résistance et les combats qu'elle a menés contre les Israéliens et le gouvernement israélien, les FDI et leurs forces, penses-tu qu'aujourd'hui, lorsque l'on observe le Yémen, l'Iran, peut-être la Syrie et le Liban, comment perçois-tu les actes de résistance? Penses-tu que les actes de résistance, tels qu'ils sont présentés dans les médias grand public, ont été vaincus? Beaucoup des figures ou dirigeants les plus influents de la résistance ont été assassinés par Israël. Comment cela a-t-il influencé la résistance? Et comment vois-tu sa situation actuelle, ainsi que son impact sur les négociations en cours entre l'Orient et l'Occident? Je parle de la résistance et des États-Unis, ainsi que des Européens. Oui, écoute, j'ai vérifié il y a seulement quelques jours. Il y a eu une attaque contre des troupes israéliennes à l'intérieur de la Syrie, dans le village de Bejin, où 18 soldats israéliens ont été blessés. Certains ont été tués, mais les Israéliens ne l'ont pas reconnu. Ensuite, nous avons vu l'armée de l'air israélienne bombarder ce village de Bejin, dans le sud de la Syrie. Donc, la situation en Syrie, bien que les États-Unis, la CIA et le Mossad contrôlent le HTS et Al-Jolani, n'est en réalité pas sous leur contrôle territorial. C'est actuellement une terre sans loi. La situation en Syrie n'est pas maîtrisée et les frontières sont très poreuses de tous les côtés, du côté de l'Irak, du Liban et de la Turquie. Et il y a beaucoup de mouvements d'armes et de combattants. Ce que nous attendons, c'est que ce premier acte de résistance que nous avons vu en Syrie ne soit que le début. La présence israélienne en Syrie n'est pas stable, et cela ne concerne que la Syrie après la chute du gouvernement Assad. On peut imaginer qu'au Liban, rien n'a changé. Le Hezbollah reste fort. Oui, certains de ses dirigeants ont été tués, mais la grande majorité de ses armes demeurent. En Irak, les factions de la résistance n'ont pas été attaquées ni vaincues. En Iran, là encore, la majeure partie de sa puissance reste intacte, et c'est similaire au Yémen. Le fait que les États-Unis se concentrent sur les Caraïbes signifie que l'équilibre des forces dans la région s'est de nouveau déplacé en faveur de l'axe de la résistance, même avec toutes ces pertes, même après l'immense génocide et la destruction massive que nous avons vue à Gaza. La chose la plus importante dans la décolonisation reste l'esprit de résistance. Tant que les peuples occupés ne sont pas vaincus, peu importe le nombre d'armes ou la puissance dont disposent les colonisateurs ou les occupants. Il s'agit de savoir qui a le souffle le plus long, qui peut tenir le plus longtemps. Nous avons vu des exemples dans l'histoire, comme le Vietnam et l'Algérie, des guerres prolongées qui ont duré 6, 7, voire 10 ans, avec d'énormes pertes pour les peuples autochtones. Mais à la fin, les colonisateurs, les occupants, ont dû partir, car il n'est pas viable de dépenser tout son argent pour coloniser un lieu si l'on ne peut pas en tirer profit. C'est là que se joue la bataille. C'est une bataille de volonté. Le peuple palestinien refuse depuis 100 ans d'être esclave, et il refuse encore aujourd'hui de l'être. Il est impossible de faire renoncer tous les musulmans à leur religion et de leur faire reconnaître qu'il existe un peuple élu dont ils ne font pas partie. Ce sont des choses qui ne peuvent pas être changées. Le projet sioniste était donc, dès le premier jour, voué à l'échec. Sauf s'il commettait un génocide total contre tous les peuples autochtones ou contre tous les musulmans, ce qui n'arrivera pas. Nous ne sommes pas au XVIIe ou au XVIIIe siècle, même si les sionistes aimeraient que nous y soyons revenus. Nous n'en sommes pas là.
Laith, je pense que l'un des enjeux culturels et politiques les plus importants serait la communication entre les Juifs, les chrétiens et les musulmans. Le pape s'est rendu au Liban, il a visité la région, il a parlé avec les habitants. Quelle influence pensez-vous qu'il peut exercer sur la région? Quelle marge de manœuvre a-t-il, selon vous? Vous savez, beaucoup de Libanais chrétiens avaient de grands espoirs pour la visite du pape. En fait, la veille de mon départ du Liban, j'ai été invité à prendre la parole à l'université NDU. C'est une université chrétienne. L'invitation venait du ministère de la Culture du Vatican et j'ai parlé des droits des journalistes. C'était à l'occasion de la Journée internationale contre l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Les professeurs présents appartenaient au diocèse de la Culture du Vatican. Ils m'ont dit qu'ils espéraient emmener le pape dans le sud du Liban, comme je l'ai mentionné, afin d'organiser même une rencontre entre la fondation Sadr, qui représente l'imam Sadr, et le pape. Mais le premier ministre libanais, Nawaf Salam, traître et coupable de trahison, a empêché le pape Léon, de se rendre dans le sud du Liban. Le pape a donc fini par faire passer son convoi par la Dahiyeh, la banlieue sud de Beyrouth. L'événement a été diffusé en direct. Des files de gens se tenaient dehors avec des photos du pape dans la Dahiyeh, qui est principalement une zone chiite. Des scouts étaient dans les rues et c'était l'espoir que le pape apportait. Mais ensuite, il y a eu une interview du pape sur Al Jazeera où on lui a demandé ce qu'il pensait de la déclaration ou de la lettre que le Hezbollah lui avait envoyée. Il a dit qu'il l'avait lue, mais a refusé de la commenter. Et il a dit que le Hezbollah devrait déposer les armes et chercher une paix négociée. Maintenant, ma réponse au pape, et c'est la réponse que tous les Libanais, et en particulier les Libanais chrétiens patriotes, donneraient au pape, est que le pape et le Vatican ont pillé le Levant pendant les croisades, ont pillé les Amériques, et ont utilisé la religion pour commettre un génocide dans les Amériques et dans le Levant pendant les croisades, tout l'or qui se trouve au Vatican. Le pape peut l'utiliser pour acheter des parties de la Pologne et de l'Allemagne afin de réinstaller les déchets de l'Europe qu'ils nous jettent. Les sionistes peuvent être réinstallés en Europe avec l'argent du Vatican, le même Vatican qui a collaboré avec les nazis. Voici notre réponse en tant que Palestiniens, Libanais et Syriens au pape qui veut que nous nous désarmions. Qu'ils disent plutôt aux sionistes de se désarmer et qu'ils leur donnent de l'argent pour aller en Pologne et en Allemagne. Nous n'avons pas besoin d'eux sur notre terre. Et si le pape ne peut pas défendre les lieux du christianisme au Liban et en Palestine contre la destruction sioniste, alors pourquoi est-il même chrétien? Pourquoi se dit-il chrétien s'il ne peut pas défendre l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem, ou l'église de la Nativité à Beit Lahem, ou encore les sites de Maaloula en Syrie, les plus anciennes églises du monde, où les religieuses de Maaloula sont aujourd'hui réfugiées au Liban, contraintes de ne pas parler de ce qui leur est arrivé lorsque Daesh est entré à Maaloula. Nous n'avons pas d'image de ce qui est arrivé aux églises de Maaloula. Pourquoi le pape ne le demande-t-il pas? Malheureusement, l'Église catholique, dirigée par le pape, reste un organe impérialiste. Elle ne s'est toujours pas repentie des crimes qu'elle a commis pendant les croisades, dans les Amériques ou durant les époques nazies et fascistes ici en Italie. C'est donc le seul message que nous pouvons adresser à ce pape. Nous avions quelques espoirs, mais manifestement ces espoirs étaient mal placés. Laith, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je sais dans quelle situation tu te trouves. Tu es dans les rues en Italie, et ce fut un grand plaisir de t'avoir parmi nous.
was a great pleasure to have you on. Thank you very much. Look, we're filming here in Italy. Merci We went beaucoup. all the way from, Écoutez, nous tournons ici en Italie. Nous sommes allés de Gênes à Milan, puis à Rome et à Naples. Nous réalisons un film sur le mouvement pro-palestinien en Italie et sur l'histoire du travail antifasciste et antisioniste dans ce pays. C'est la deuxième tournée. Nous avons fait la Grèce il y a quelques semaines et le contenu continue de sortir. Nous espérons que les gens pourront faire un don en se rendant sur notre site web afin de nous soutenir. Et nous allons au Venezuela. Pour tous nos spectateurs, avant que la guerre contre le Venezuela ne commence, nous espérons atteindre le Venezuela la semaine prochaine. Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, faites un don pour la Palestine libre. Cette vidéo sera la seule à vous apporter du contenu d'Italie et du Venezuela sur la lutte anti-impérialiste et antisioniste. Merci beaucoup, Nima, de m'avoir reçu. Thank you very much, Nima, for having me. Yeah, please go there and Veuillez aller le soutenir, Laith. Il fait un travail fantastique avec ses reportages. Merci beaucoup, Laith. thank you. À bientôt. See you soon. Bye bye. Au revoir. Merci.